Thomas Veillet, bonjour. Je suis ravi et c'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. Merci à toi, Lucas. Aujourd'hui, on va simplement faire un tour global des marchés avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On se parlait assez régulièrement. Et là, ça fait, je crois, plus d'un an qu'on n'a pas discuté, toi et moi. Donc, j'ai plein de choses à te dire, surtout en fonction de ce qu'on s'est dit les dernières fois. Tu es connu pour être Morning Bull, l'homme du marché haussier. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, tu avais fait un tatouage baissier avec un ours. Il est là. Il est là, ouais, effectivement. Voilà. Enfin, pas dans Donc le bon sens, aujourd'hui, mais il est là. aujourd'hui, j'aimerais voir quel côté du bras tu vas nous montrer avec les marchés plus tumultueux que la dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, puisque tu avais partagé ton inquiétude sur les prix, les valorisations élevées. Et c'est en fait un peu ce qui s'est produit depuis notre discussion, c'est que on a eu des baisses de marché un peu dans tous les sens, et puis les gens savent plus forcément où donner de la tête, quoi faire, etc. L'idée c'est que tu puisses partager aujourd'hui ton expérience avec nous pour qu'on puisse avoir ton éclairage simplement sur le mieux à faire et sur les choses auxquelles il faut vraiment faire attention en ce moment. Pour rappel, donc tu es Thomas Veillet, tu fais énormément de choses. Tu as fait de la gestion de fonds, je ne sais pas si tu en fais encore. Tu as une chaîne sur YouTube sur laquelle tu commentes les marchés tous les jours. Tu parles de voitures dans les journaux. Tu fais des revues d'automobile. Je suis sûr que j'oublie des choses. Je ne sais pas si tu veux compléter. Bah, j'ai écrit un roman aussi, c'est le dernier truc en date là pour l'instant. J'ai écrit un roman et je suis en train d'écrire un deuxième et puis un troisième. Enfin, voilà. C'est un nouveau truc qui prend un peu de temps. Honte à moi. J'ai oublié tout petit C'est pas détail, grave. c'est que tu es devenu écrivain et tu as écrit des romans de fiction, mais dans l'univers de la finance. Ouais, pour l'instant, il y a d'autres projets en cours, mais pour l'instant, Ah, je suis parti de base en faisant ce que je connaissais à peu près. Après, je vais m'étaler sur d'autres trucs. très bien. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais partagé tes inquiétudes sur les niveaux de marché. Donc, j'ai noté, c'était en mars 2021. Entre-temps, les marchés ont continué à grimper à peu près jusqu'en fin d'année 2021. Et puis, ils se sont mis à baisser. Où est-ce qu'on en est maintenant? C'est ça que j'aimerais voir avec toi. Comment toi, tu as lu l'évolution des marchés, en particulier le Nasdaq, ces derniers mois? Bah, ce qui était hyper perturbant si on fait juste un retour en arrière par rapport à mars 2021, ce qui était hyper perturbant, c'était le fait que finalement, tout ce qu'on avait comme hausse des marchés semblait complètement irréel, puisque faut quand même se rappeler qu'on était encore en plein milieu d'une période Covid, où on était encore vachement restreint dans nos déplacements, vachement restreint dans nos libertés, ce qui fait que vachement restreint aussi au niveau de la consommation et au niveau de la manière dont on pouvait dépenser notre argent. Donc ça paraissait complètement irréel de voir ces marchés qui montaient sans discontinuer avec une violence assez folle. Et ça rappelle, c'est pas moi qui l'ai vécu il y a 22 ans en arrière maintenant, ça rappelait quand même beaucoup la bulle Internet où plus rien n'avait vraiment de sens en termes de valorisation. Et comme d'habitude, quand on arrive à des valorisations extrêmement élevées, tout le monde se dit, ouais, mais c'est différent. C'est différent parce que c'est pas pareil, parce que on est dans un nouveau monde, parce que il y a de l'hypercroissance, blablabla. Enfin, on a tous les choix qui nous tombent dessus. Et puis finalement, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a comme on dit en anglais, on dit toujours back to the mean, on revient finalement à la moyenne. Ça veut pas dire que les marchés sont finis, ça veut pas dire qu'on va mourir, mais ça veut dire aussi simplement qu'on a fait une exagération, probablement une extension, et puis on est revenu petit à petit à quelque chose de beaucoup plus réel. On l'a vu surtout sur des titres qui ont valu énormément d'argent. Durant la pandémie, je prends des Zoom, des DoorDash, tous ces boîtes qui faisaient du cloud par exemple, aussi qui ont pris des valeurs stratosphériques, des Coinbase. Il y a eu aussi une folie des IPO derrière, qui correspondait bien finalement à cette espèce de fin de cycle où à un moment donné, ça peut pas continuer comme ça. Et puis, en même temps, les seules choses qui nous disaient que ça pouvait ne pas continuer, c'est qu'il aurait dû y avoir un changement dans les marchés. Et puis ce changement, bah, il a pris la forme de l'arrivée de l'inflation qu'on n'a pas vraiment vu venir. Au mois de novembre-décembre, on a commencé vraiment à prendre conscience de cet état de fait là, puisque tout d'un coup, on s'est dit, bah, s'il y a de l'inflation, le problème, c'est qu'à un moment donné, les banques centrales vont devoir monter les taux pour freiner l'inflation. Mais au début, on s'est dit, ouais, c'est pas grave. La Banque centrale américaine l'avait même dit, puisqu'ils ont utilisé cette phrase connue maintenant
en disant que l'inflation était sous contrôle et uniquement transitoire. Et puis finalement, au mois de novembre, Monsieur Powell, le patron de la Fed, a dit que finalement, c'était pas si transitoire que ça. Et puis au niveau du contrôle, c'était un petit peu parti en vrille. Donc du coup, à partir de là, on s'est rendu compte que inévitablement, la seule solution qu'ont les banques centrales pour lutter contre l'inflation, eh bien, c'est de monter les taux. Et puis ensuite, au mois de janvier, on a une inflation historiquement élevée qui sort, au mois de février aussi, et on se rend compte que on est en plein délire, que l'argent gratuit qu'on a créé durant cette pandémie, avec des taux à zéro et des injections monétaires massives dans tous les pays du monde, a fait que tout d'un coup, tout s'est emballé. Et on arrive de nouveau dans cette période où finalement les banques centrales vont devoir remonter les taux. Et puis on sait toujours que quand les taux remontent, le risque c'est de faire caler l'économie. Et si on fait caler l'économie, on va rentrer en récession. Et les récessions sont pas bonnes pour les marchés. C'est un petit peu le schéma qui s'est produit. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on a toujours des signes, on va dire que l'inflation a atteint un plafond pour l'instant, bien qu'on a toujours le pétrole qui pose problème derrière. Et puis, de l'autre côté, on se dit, ils ont déjà commencé à monter les taux. Jusqu'où est-ce qu'ils vont les monter? Est-ce qu'ils vont aller trop vite, trop fort? Est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce qu'ils sont en avance? Qu'est-ce que ça va donner comme implication pour les marchés? On essaie de trouver ce juste niveau pour pouvoir travailler de nouveau normalement. Le problème dans tout ça, c'est que on n'arrive pas à trouver nos marques exactes, mais on sait quand même que historiquement parlant, quand les taux remontent, les marchés actions ont tendance à baisser au début du cycle, et ensuite, quand on a compris que finalement on monte les taux simplement pour avoir une économie plus saine, eh bien les marchés actions récupèrent et repartent dans une hausse, on va dire, corrélée avec cette hausse des taux. C'est un petit peu comme ça que ça se passe entre deux. Ce qu'on doit à tout prix éviter, c'est de rentrer en récession. Et ces derniers temps, ces dernières semaines, on a eu vraiment pas mal de signaux qui nous disent que quand même, on va dans une bonne direction de récession. Et c'est là où on en était, j'ai envie de dire, la semaine dernière. Depuis, on a vécu un rebond un peu à l'image de la baisse, assez spectaculaire, puisqu'aujourd'hui, on fait plus rien à la moitié. Je veux dire, avant, on avait des époques où les marchés bougeaient de manière à peu près normale. Autant on était on parlait d'hypercroissance il y a 12 mois en arrière. Aujourd'hui, on peut parler d'hypervolatilité dans les mouvements des marchés. Ça, il faut s'habituer, puisqu'en fait, tout le monde va dans la même direction au même moment. Donc forcément, ça crée des amplitudes assez incroyables. Et là, on a eu un rebond depuis quelques jours. Et puis là, on est un petit peu entre deux en se disant, est-ce qu'on a rebondi? Ou est-ce qu'on est juste en train de se dire, ah oui, c'était juste pour rigoler, puis on va redescendre derrière. Si on regarde en termes de valorisation aujourd'hui, en termes d'attente, le jour où le marché aura pricé, anticipé une récession pour de vrai, le S&P 500 devrait être en théorie, on va dire, 15% plus bas que là où il est maintenant, en tout cas. Alors les gens disent, on va dire que c'est entre 3000 et 3500 sur le S&P 500, qui serait un niveau correct, qui voudrait dire qu'on a déjà pricé dans nos têtes que la récession sera là. On pourra dire, ok, là on a fait un vrai bottom. Aujourd'hui, on a pricé le fait que on n'a rien pricé du tout en fait. On se dit, on vit au jour le jour en se disant, oui, on espère simplement que Monsieur Powell va pas monter les taux trop rapidement et nous mettre dans une situation délicate. Et le rebond a été déclenché la semaine dernière tout simplement sur une phrase de la Fed dans les minutes du FOMC meeting qui disait qu'éventuellement il pourrait faire une pause dans la hausse des taux en septembre. Donc on sait qu'ils vont encore monter les taux de 0,5% en juin, de 0,5% en juillet, qu'en août ils sont en vacances, mais qu'en plus ils pourraient faire une pause encore au mois de septembre pour observer le marché. Donc c'est tout ça qui a dit au marché, le marché s'est dit c'est bon, ils ont plus besoin de monter les taux parce que on a maîtrisé l'inflation. Honnêtement, on n'en sait rien. Donc aujourd'hui, on est dans un tunnel, vraiment, il fait très noir, il n'y a pas de lumière, et puis on voit une lumière tout au fond, mais aujourd'hui on ne sait pas encore. Est-ce que c'est la lumière du jour parce qu'on approche de la sortie, ou est-ce que c'est la lumière du train en face qui arrive et qu'on va se prendre en pleine figure? Tu as parlé du crash de 2000, donc la bulle Internet. Et c'est vrai que c'est un parallèle qui a été fait assez souvent. Est-ce que tu vois des différences entre le crash de 2000 et ce qu'on vit aujourd'hui? Moi, j'en vois en tout cas une, c'est que beaucoup des valorisations en 2000 étaient pour des entreprises qui n'avaient encore rien produit, excepté rajouter .com à leur nom. Ça me paraît être une différence assez fondamentale. Et peut-être aussi la violence du choc de prix et de valorisation est quand même moins grande. Toi, je sais que tu as vécu ça dans ta chair à l'époque. Tu étais en première ligne, je crois. Comment tu interprètes ça?
Bah, je pense que tu as tout à fait raison. Il y a déjà un point très important, c'est que aujourd'hui, on a des corrections assez massives sur des boîtes qui gagnent de l'argent, pour certaines. Pas toutes, hein, mais pour certaines, il y en a qui gagnent de l'argent. Aujourd'hui, quand on a des corrections de 20 ou 30% sur de l'Amazon, aujourd'hui, Amazon gagne beaucoup d'argent. En l'an 2000, Amazon était déjà là, mais il gagnait que dalle, voire il perdait beaucoup d'argent. Ce qui veut dire que du coup, on avait des survalorisations qui étaient complètement aberrantes, comme on a pu voir sur d'autres sociétés récemment qui ont eu des extrêmes volatilités. Donc on est un petit peu moins con que ce qu'on était en l'an 2000, j'ai envie de dire, mais on a quand même été chercher des extensions assez hallucinantes au niveau des marchés. Je prends l'exemple d'une Coinbase, tout simplement, qui sort en IPO de mémoire à 180, qui monte à 450 $ ou 400 $, qui redescend à 80. C'est qu'il y a quand même un problème là-dedans. Mais c'est clair qu'on a un peu, au milieu de tout ça, amené les mêmes exagérations. De toute façon, il n'y a pas de miracle, hein. Les marchés boursiers, ils fonctionnent sur le principe du greed is good, hein, de ce que disait Michael Douglas dans Wall Street à l'époque. C'est du moment où il y a du pognon à se faire, on perd toute notion de la réalité. Et quand on voit certaines hausses qu'on a vécues en fin de cycle, en fin d'année dernière sur certaines boîtes de technologie, c'était exactement ça. Après, c'était peut-être différent parce que les amplitudes étaient différentes. C'est vrai qu'il y avait beaucoup la plupart de ces boîtes, on comprend un peu mieux, je dis un peu mieux, le business qu'ils font, alors qu'à l'époque, en l'an 2000, il y avait des boîtes, on savait pas du tout ce qu'ils faisaient, et on les achetait parce que, effectivement, le nom était sympa, il y avait un point com derrière, ou ils avaient une nouvelle technologie qui était révolutionnaire, mais on n'avait aucune idée de ce que ça représentait réellement. Donc, il y a des similitudes, c'est pas la même chose. De toute façon, c'est toujours différent quelque part. On pense qu'on dit, ouais, mais on a appris parce qu'on a bien appris de ce qui s'est passé en l'an 2000. On n'a rien appris du tout parce qu'on a fait les mêmes conneries, mais différemment en 2008-2009 pendant la crise des subprimes. Et puis, on a fait exactement les mêmes conneries sur la crypto-monnaie, en parallèle de ce qu'on vit aujourd'hui. Là, il y a des énormes similitudes. Le fait qu'on ait perdu complètement la notion de l'investissement, de comment est-ce qu'on investit finalement, puisque si on réfléchit bien, la plupart des gens ont appris en faisant de l'investissement qu'il faut diversifier son portefeuille. Et ce qu'on a vécu là, dernièrement sur le crash du Terra et du Luna, on se rend compte qu'il y a des gens qui avaient mis 100% de leur pognon sur un truc. C'est normal. Je veux dire que c'est normal que ça te pète à la figure à un moment ou à un autre. Donc on fait les mêmes erreurs différemment. Et je crois que ce qui se passe de nouveau dans ces phases de crash ou de correction, même si la bulle Internet était une forme d'hyper croissance, la bulle qu'on a eue ces derniers temps était aussi une forme d'hyper croissance. Il y a Monsieur Warren Buffett qui disait l'autre jour, euh, un journaliste lui posait la question en disant, mais euh, vous avez toujours gagné de l'argent, vous êtes milliardaire, depuis que vous faites ce boulot-là, vous gagnez toujours, pratiquement toujours. Pourquoi est-ce que tout le monde ne vous suit pas? Ce serait quand même beaucoup plus simple finalement d'acheter du Warren Buffett puis se dire, ok, ben, je reviens dans 10 ans, puisqu'on sait historiquement que ça marche. La seule différence, c'est que dans 10 ans, il sera probablement plus là. Donc du coup, ce qui est important de comprendre, et lui à ce moment-là, il répond au journaliste, il dit, vous savez, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne veut être riche lentement. Et en fait, tout le monde aujourd'hui, tous les gens qui rentrent dans les marchés veulent devenir riches très vite. Et on a vu aussi beaucoup de personnes rentrer dans le marché avec une totale ignorance de marché dans la phase, allez, début 2021, printemps 2021, parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte que après le Covid, où il y avait des gens qui disaient, mais enfin, moi je le disais à l'époque, mais c'est un coup de bol, mais je disais, mais comment est-ce qu'on peut avoir des marchés qui bondissent comme ça alors qu'on a la moitié de la planète qui est enfermée chez soi et qui n'a pas le droit de sortir? Et personne ne comprenait, mais pourtant tout le monde s'est jeté dedans parce qu'on voyait des titres qui faisaient x2, des IPO qui multipliaient par 4, et on avait envie de gagner de l'argent. Donc on revenait sur greed is good. Donc on a refait plus ou moins les mêmes erreurs. Cette capacité et cette incapacité finalement à se couper, à dire ok là c'est bon, ça suffit, il y a trop, j'arrête. Non, on veut toujours plus et on continue dans la même mouvance. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde juste la photo de l'instant présent, eh bien, on est arrivé à un niveau dans les marchés où l'autre jour, quand on était au plus bas, au bord du bear market sur le S&P 500, on nous dit en fait, on se rend compte que les gens, ils vendent pas. Il y a quand même une certaine résilience. Et au contraire de ce qu'on a vécu dans les dernières grosses corrections, on n'a pas eu de capitulation. Aujourd'hui, les gens,
j'ai pas eu de gens qui sont terrorisés. Des gens qui en ont marre parce que c'est volatile, oui, mais des gens qui sont terrorisés, qui disent moi c'est fini, je veux plus jamais acheter une action de ma vie. On n'a pas vu ça encore, on n'a pas vu cette capitulation. D'habitude, on le voit à la fin, tout en bas, quand les gens ne veulent plus jamais entendre. On l'a vu à la faillite de Lehman Brothers en 2008, les gars qui venaient, qui disaient mais moi, mais plus jamais vous me ferez acheter une action. Et puis après, 2 ans plus tard, quand on avait repris 20%, ils couraient tous derrière. Mais je veux dire, c'est sur le moment donné, on a vraiment vécu quelque chose d'assez spectaculaire. Mais aujourd'hui, l'autre jour, à l'entrée du bear market, les gens disaient, ouais, bah moi, je m'en fiche parce que tout d'un coup, je fais du long terme. Donc, on était passé du gars qui veut devenir très riche en 2 semaines au gars qui dit, moi, je m'en fous, de toute façon, je serai riche, mais comme Warren Buffett dans 10 ans. Donc, du coup, on a cette espèce de changement, ce qui fait peut-être qu'on n'a pas eu de capitulation. Mais en même temps, si on n'a pas eu de capitulation, ça veut dire que c'est pas fini. Alors, je te confirme que il y a eu ce que moi j'appelle les néo-investisseurs, donc une grosse vague de nouveaux investisseurs qui sont arrivés dès mars 2020. Je le sais parce que moi j'ai vu les vagues de clients qui voulaient s'abonner, notamment à tes publications, arriver d'un seul coup à l'époque. Donc c'était tous des gens qui étaient nouveaux, qui connaissaient Ouais. rien à la finance, et ces gens-là, ils sont arrivés au bottom absolu. Donc ils ont Ouais. gagné énormément d'argent Mhm. très vite. Ils ont fait x2, x3, même sur des blue chips. Et pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ben, tu pouvais sentir l'euphorie et puis aussi le manque de conscience d'à quel point un retournement peut être violent et peut durer longtemps. Et je pense que effectivement les excès type en 2000, on les a vus effectivement peut-être pas forcément aussi forts sur les actions, mais on les a vus très forts sur les crypto-monnaies où il y a Ouais. des projets qui effectivement, tu as cité Terra Luna, mais Terra Luna c'était encore considéré comme un blue chip. Il y a Mhm. des projets qui vraiment ne valent rien fondamentalement, n'ont pas de projet derrière concret, et surtout que les gens, dont les gens ne comprennent pas à quoi ça sert, pourquoi ça fonctionne, pourquoi les prix montent, etc. Donc ça, on l'a vu vraiment. Les gens achetaient parce que c'était nouveau, et puis parce que c'était encore pas cher, et donc comme c'était pas cher, ça allait forcément monter. Donc ça, je pense que on l'a vu. Et je pense qu'il y a quand même une partie de ces gens-là qui sont en train de capituler aujourd'hui. Ça, je le vois aussi dans l'intérêt qu'il y a pour nos publications, bien sûr, mais je le vois aussi dans les commentaires très énervés parfois qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où il y a de la rage vraiment. Ouais. Effectivement, je pense que probablement que chez les gens un peu plus expérimentés et les pros, c'est pas encore arrivé parce que il n'y a pas de menace existentielle pour l'économie mondiale, comme on a pu voir en 2008 ou en 2000, où on pouvait se dire qu'Internet tout simplement cesserait d'exister. Il y a encore un peu la foi dans la technologie et la croissance future. Absolument. Alors ça, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que, enfin, moi, je suis absolument pas inquiet de l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, on a eu des problèmes, euh, cette espèce d'arrêt total de la planète qu'on a eu juste après le début du Covid a fait que finalement, on a pris du retard sur tout ce qui est semi-conducteur et ça a enclenché aussi pas mal de problèmes. Mais on sait de nouveau que on sait clairement aujourd'hui que ça ne va pas s'arrêter, que Internet fonctionne et qu'on a développé des services absolument hallucinants de l'autre côté. Et quand on voit aujourd'hui le développement, ne serait-ce que du e-commerce, pour prendre un truc super simple, je prends l'exemple du Covid. Durant la phase du Covid, moi j'étais confiné ici et j'ai monté une chaîne YouTube avec zéro matériel. J'ai tout commandé sur Amazon et tout est arrivé en 2 jours. Et j'ai plus mis les pieds dans un magasin physique depuis des mois, pas à cause du Covid, mais juste parce qu'à force d'utiliser l'e-commerce, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de ça. Après, il y a toutes les nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui. Bah, effectivement, on se rend compte que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il y a 3 ans en arrière, c'était quasiment impossible, des vidéoconférences comme ça. Tout ça a explosé et on sait très bien que même s'il y a des ajustements de valorisation qui vont devoir se faire, on ne pourra pas se passer de ces nouvelles technologies et ça va continuer d'aller en avant. Le jour où le développement de technologie s'arrête, c'est qu'on a un autre problème, type un cinglé qui a envahi l'Ukraine. Je veux dire, ça c'est notre réflexion. Est-ce que tu penses qu'on aura une, un ou des excès aussi, baissiers avant de voir un marché un petit peu un petit peu moins émotionnel? Ou est-ce qu'on va faire une espèce de soft landing, une lente souffrance, et puis ensuite on va remonter? Alors, techniquement, aujourd'hui, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est rentré dans ce qu'on appelle un bear market, sur tout ce qui est technologie. Parce que le Nasdaq est rentré, je crois qu'il est en baisse de 26 ou 25% depuis le début de l'année. Donc, 20%, c'est un bear market. La technologie est en bear market. Le S&P 500, pas encore. Et c'est là aussi que c'est intéressant d'observer, c'est que finalement, tout le monde s'est concentré sur ces high-tech companies. Et puis, du coup, personne voulait des boîtes classiques, hein,
Coca, c'est pas drôle. Procter & Gamble, ça intéresse personne. Pourtant, c'est tout ce qui est monté. Je regarde sur certaines performances depuis quasiment 2 ans. Bah, depuis qu'on fait une publication avec vous, où on a ce portefeuille à 1 million, on fait 170% sur du Exxon. Je veux dire, c'est complètement hallucinant. Le marché Je est au tiens, fond du bac. je tiens Non, à mais le préciser marché, que tu t'es fait démonter par les abonnés tout 2021, mais alors ouais. maintenant ils t'adorent, hein. Oui, sur ce côté-là, c'est bon. Après, j'ai fait des erreurs de l'autre côté, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est hallucinant la croissance qu'on a générée sur des boîtes qui sont des boîtes complètement euh, boring, ennuyeuses au possible, historiquement parlant, mais ça fait que monter. Alors que de l'autre côté, on massacre les technos. Donc, mais il y aura un rebalancing et les choses vont se refaire. La question, c'est aujourd'hui, on est dans une tendance baissière. Moi, je pense que le S&P 500, il doit rentrer en bear market, même si c'est 3 mois, on s'en fout, mais il doit aller en dessous de ces 20%. Il doit faire capituler les gens, il doit nous faire intégrer le fait qu'on est dans une tendance baissière et qu'on doit aller chercher le fond. Et on sait aujourd'hui que quand on a un fond, quand on cherche un fond, on a une capitulation, on a des faillites, on a des trucs comme ça qui se produisent, on a un ras-le-bol général et on n'a pas atteint ce niveau. Donc quelque part, j'aimerais, comprenez-moi bien dans le sens où je dis j'aimerais, parce que je suis fondamentalement positif. Je pense que dans les 5 ans, le S&P sera à 5500, ce ne sera pas un problème. Mais avant, on doit purger certains trucs pour pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines. Et je verrais assez bien le marché purger encore une fois, faire une nouvelle vague baissière, aller chercher, aller. Il y a un truc qui est assez intéressant, on lisait l'autre jour, on lit beaucoup, on parle beaucoup depuis quelque temps de la moyenne mobile des 200 semaines sur le S&P 500 qui correspond à 3450. Et c'est un truc qu'on n'a plus jamais, on n'a quasiment jamais cassé, sauf à l'extrême panique du Covid où on pensait qu'on allait tous mourir de la grippe du pangolin. Et donc du coup, à ce moment-là, on a été en dessous. Mais généralement, on n'y va pas. Donc peut-être qu'on va aller tester ces niveaux-là. Et ensuite, commencer à se dire, quand on aura entendu effectivement les gens qui diront ouais, c'est bon, moi j'arrête, je quitte la finance, je vais faire autre chose. Quand il y aura cette espèce de give-up, ouais, d'abandon total, on pourra y avoir. Et ce qui est assez intéressant, mais comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le marché il y a 1 an et demi. Et là, on revient sur les niveaux d'il y a 1 an et demi. Donc ces gens-là qui ont serré les fesses, comme on dit, et qui commencent à perdre de l'argent et qui savent pas ce que ça veut dire de perdre de l'argent, Non, mais en fait, c'est jusqu'où c'est est-ce qu'on peut charcuter la blessure? c'est pire que ça parce que, évidemment, quand tu rentres sur le marché en mars ou en avril 2020, tu mets un doigt de pied et puis tu vois que tu gagnes, tu fais x2. Et puis c'est là que tu commences à monter en puissance sur tes investissements. Et puis il te faut bien plusieurs mois, 1 an, 2 ans pour prendre de la confiance et commencer à prendre plus de risques et avoir un capital qui grandit aussi. Et Mhm. je pense qu'on sous-estime peut-être à quel point ces gens-là ont perdu. Parce qu'en fait, rentrer au plus bas du marché, je crois que pour un débutant, c'est pire que de rentrer tout en haut. Parce que quand tu rentres tout en haut, si tu Ouais. continues à investir, au moins, tu as des meilleurs prix. Alors que là, ils ont eu tendance à prendre de la vitesse tant que ça montait et à prendre toute la souffrance sur la baisse, quoi. Oui, alors tout à fait, ça c'est clair. Mais la problématique de ce genre de hausse parabolique qu'on a pu vivre sur certains secteurs ou sur certaines cryptos typiquement, euh, c'est c'est typique des fins de cycle de bull market, donc c'est normal. Mais la problématique qu'on a derrière, c'est que, est-ce que j'ai été frappé, l'autre jour j'étais à la radio pour me poser justement la même question, et on disait oui, il y a eu des exemples récents de gens qui se sont suicidés parce que ils ont tout perdu sur une crypto. Mais comment, je souhaite à personne de tout perdre, mais enfin, comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, j'ai tout perdu, j'ai investi sur un seul truc? C'est comme je disais avant, mais la base de l'investissement, c'est la diversification. Ok, moi j'ai aussi fait de la crypto, mais j'ai du coca aussi à côté, et puis j'ai aussi d'autres boîtes qui sont là et qui seront toujours là. Donc c'est un petit peu la répartition des risques. Et là, on a vécu une bulle encore plus pointue, enfin pas pointue, mais un sommet encore plus pointu que d'habitude, parce que les gens se sont dit, ah ouais, mais je vais pas, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec un truc qui rapporte du 7% de dividendes par année alors que je fais x2 toutes les semaines. Oui, forcément. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut quand même être bien conscient que la vieille citation qui dit que les arbres ils montent pas au ciel, bah, elle revient toujours à la réalité. On peut pas avoir un truc qui monte sans arrêt parce qu'il faut des acheteurs sans arrêt. Puis à un moment donné, les acheteurs, ils arrêtent d'acheter. Et puis quand ils arrêtent d'acheter, il y a plus d'acheteurs. Et les acheteurs sont seulement vendeurs. C'est mathématique. Les marchés ne peuvent pas monter tout le temps. Ce serait pas drôle sinon. On revient sur l'inflation.
c'est quoi ton point de vue pour les prochains mois? Je sais que c'est très incertain, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un espèce de pic qui semble, mais vraiment semble se dessiner. Est-ce que tu as un biais là-dessus? Alors, la problématique de l'inflation, elle est liée à pas mal de choses. Donc, on sait toujours que c'est très difficile de savoir d'où viennent ces calculs, parce qu'on dit, ouh, l'inflation est à 8,7%. Ok, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On parle de quoi? On parle quels sont ces prix qui tout d'un coup vont faire bouger le marché ou les chiffres de l'inflation. Alors, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a eu à un moment donné une espèce de bulle sur le bois où les gens tuaient pour acheter du bois parce que c'était impossible d'en avoir. Et aujourd'hui, le bois a perdu 70% de sa valeur. Il y a Même eu chose pour les voitures usagées. exactement, voilà, même chose pour les voitures usagées. On a eu des folies sur le lithium aussi pour le problématique des voitures électriques. On a eu aussi le blé depuis l'invasion de l'Ukraine, qui est un des plus gros producteurs de blé avec la Russie. Là, du coup, on sait qu'on va avoir un shortage, donc du coup, le blé est monté. Les Indiens, ils ont annoncé l'autre jour qu'ils arrêtaient d'exporter le blé, donc leur blé à eux, parce qu'ils veulent tout garder pour eux. Donc du coup, on a un problème. On commence à se dire qu'on a aussi des problèmes qui, au-delà de l'inflation, vont peut-être être des problèmes carrément alimentaires. Et donc du coup, il faut se poser des questions par rapport à ça. Il y a le pétrole, bien sûr. Le pétrole, c'est toujours, j'en parlais ce matin dans ma vidéo du jour en disant, mais je sais pas, moi depuis que je fais de la finance, on dit, ah, dès que le pétrole est au-dessus de 100 dollars, c'est un signe d'inflation, évidemment, mais c'est surtout un signe de récession à venir. Et là, on a 115, tout le monde s'en fout. Voilà. Tant mieux, mais je veux dire, sur la base, c'est que le pétrole, il est à 115 dollars. Et puis, visiblement, il n'est pas prêt d'arrêter de monter, à l'œil comme ça. Donc du coup, on a toute cette problématique qui est extrêmement difficile à gérer. Et la Fed aujourd'hui, on dit ah la Fed, on dirait qu'ils ont compris, qu'ils ont maîtrisé l'inflation. Les gars, la Fed, ils se sont plantés magistralement sur la lecture de l'inflation en novembre dernier. Et là, tout d'un coup, en juin, ils ont compris. Ok, fine. Ce métier-là n'est pas une science exacte. La finance n'est pas une science exacte, mais alors prévoir les chiffres économiques, alors là, ça devient encore plus ma de chaud, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire très attention par rapport à ça. Et l'inflation, pour moi, par rapport à tout ce qu'on voit, il y a quand même des risques, ça continue. Le pétrole, je vois pas pourquoi il baisserait demain. Euh, le blé, je vois pas pourquoi il baisserait demain, à moins que la Russie se retire d'Ukraine et puis que euh, Poutine ait joué au golf avec Zelensky la semaine prochaine parce qu'ils sont devenus super potes. Ça m'étonnerait qu'on ait tout d'un coup une avalanche de blé sur le marché qui apparaisse par miracle, etc., etc. Il y a plein d'autres choses derrière qui sont devenues très très chères. Les semi-conducteurs aujourd'hui, ben, on peut pas en trouver. Essayer d'acheter une voiture aujourd'hui avec un compteur digital, ça devient hyper rare parce qu'il n'y a pas les semi-conducteurs pour le faire. Donc quand il n'y a pas et puis qu'il y a une demande, ben, les gens qui sont prêts à payer plus cher, ça fait monter le prix. Donc il y a quand même un risque inflationniste qui reste bien présent. Aujourd'hui, dire que c'est fini, ben j'espère que c'est fini. J'espère qu'on n'ira pas au-dessus des 8, 9, 10%, parce que là, on va rentrer dans un truc qui va être très très problématique. Ça voudra dire que les banques centrales ont complètement perdu la main. La Fed, on a l'impression qu'ils jouent avec un coup de retard. Et puis alors, la BCE, eux, ils sont encore en vacances. Donc on a des chiffres hallucinants au niveau de l'inflation. L'Allemagne a 8,7% d'inflation. Et puis la BCE, oui, mais nous, on montera plus tard. Ok, en juillet peut-être. Donc, du coup, on se dit, on a l'impression que la Fed est en retard et puis la BCE, ils s'en foutent. Donc, pour moi, à mon avis, j'ai un peu l'impression on a laissé sortir un animal sauvage en disant, ouais, mais normalement, il obéit, il revient. Et puis là, il n'a pas l'impression de vouloir revenir tout de suite, quoi. Et donc, ça va être difficile de le rattraper. Donc, je vais pas faire de prévision. Moi, ce qui m'inquiète majoritairement, c'est le pétrole. Parce que c'est une grosse composante de l'inflation et ça va faire très très mal si le pétrole continue à monter. Simplement pour un truc très très logique. Aujourd'hui, on roule pas tous en Tesla et chaque fois qu'on va à la pompe à essence, ça devient. Moi, j'ose plus y aller, hein. Moi, j'envoie quelqu'un faire le plein à ma place, hein, parce que je veux dire, à chaque fois, on risque le malaise dans le sens où on a tous les jours le prix de l'essence qui monte. Et puis il faut dire ce qu'il y a, bah, pour ceux qui roulent beaucoup, bah, ça commence à faire beaucoup dans le budget au niveau essence. L'année passée, l'essence était à, je sais pas, à 27, à 28, on est à 2,30. Sur un plein de 100 litres, ça commence vite à faire une différence au niveau argent, régulièrement. Donc ça, c'est un problème qui a un impact direct sur le consommateur, sur la personne qui roule en voiture. Après, moi, si vous me dites que le bois, il a triplé de valeur, je m'en fous, j'ai pas besoin de bois. Mis à part pour le mettre dans la cheminée, c'est tout ce qui ça m'intéresse, mais j'ai pas besoin de bois pour construire. Donc c'est pas un truc qui me fait paniquer, c'est pas un truc que j'achète tous les jours, c'est pas un truc qui va me faire mal. Le pétrole, oui. Et là, tout de suite,
je vois pas comment le pétrole va pouvoir rebaisser par rapport à ce qu'on entend. Hein. Je veux dire, c'est toujours un milieu très très compliqué à maîtriser, mais c'est quand on entend ce qu'on entend, comme dirait l'autre, on a raison de penser ce qu'on pense, hein, parce que ça peut quand même monter encore un bon bout avant de s'arrêter. Donc, je pense la réponse à l'inflation, tout sera linké par rapport à ça. Et je suis pas convaincu que ce soit les 3-4 hausses de 0,5% qui vont nous faire changer la photo finish et se dire que ouais non mais là c'est nous quoi, pas de problème. Donc Je pense, méfiance. oui, franchement, c'est difficile de faire un lien direct entre le prix du pétrole aujourd'hui et la politique de la Banque centrale. Je pense que c'est un problème d'offre et de demande. Et aujourd'hui, la seule façon, une des seules façons dont je verrais le pétrole baisser à court terme, c'est si les gens arrêtent d'en acheter, tout simplement. Et comme tu disais, ça fait quand même très mal au porte-monnaie. Donc, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est possible, que les gens se mettent à consommer moins de pétrole et que ça ait un impact sur son prix? Oui, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'en est pas encore là. Hmm. Les gens ils râlent, mais ils payent. Puis on n'a pas forcément le choix. Je veux dire là, moi où j'habite, si j'ai pas de voiture, je sors plus de chez moi. Pas que ça me pose un réel problème, mais sur le fond, j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller faire le plein. Donc à un moment donné, je vais faire des choix et je vais dire ok, ben je vais plus au restaurant, mais par contre, je continue à faire le plein. Ou je vais plus acheter certains trucs, mais je vais continuer à faire le plein. Il y a un moment donné, peut-être qu'effectivement, les gens vont arrêter parce qu'il y aura plus d'autres alternatives, mais ils auront déjà coupé pas mal de choses avant. Je fais un parallèle complètement ridicule, mais ça revient toujours à ces biens de consommation de base. En fait, je veux dire que le pétrole est un bien de consommation de base, quoique. Mais c'est ce qu'on disait à l'époque. Si tout va mal dans tous les sens, il y a quand même un truc qu'on va pas arrêter d'acheter, c'est ce qu'on a réellement besoin. Le truc, c'est que les biens de consommation, euh, moi, quand j'ai commencé dans la finance, on me disait toujours un exemple. Le dernier truc qui va baisser, c'est Procter et Gamble. Pourquoi est-ce que c'est Procter et Gamble? Eh bien, parce que finalement, Procter et Gamble, ils vendent quoi? Ils vendent du dentifrice, du savon pour se laver, des rasoirs, que j'ai déjà arrêté d'acheter, et puis des Pampers. Donc, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, imaginez 2 secondes dire j'arrête d'acheter des Pampers, ça coûte trop cher. Bah pour ceux qu'on a déjà eu, on sait très bien que les gens ne vont pas arrêter d'acheter ce genre de choses. Et le pétrole, c'est pareil. On va repousser le deadline le plus tard possible. Donc pour moi, je suis pas sûr que ce soit ça qui va faire baisser le pétrole. Ce qui fera baisser le pétrole, c'est la levée des embargos sur des pays comme l'Iran, sur le Venezuela, le fait qu'on va laisser finalement les Russes revendre leur pétrole normalement pour que ça fasse aussi cet apport de barils sur sur le marché. Et puis, surtout, il faudra aussi que les old school de l'OPEP, par exemple les Saoudiens, qui ont des infrastructures méga vieillissantes qui les empêchent de forer plus activement et de produire plus de pétrole, eh bien, eux vont devoir rénover leur système de forage, s'adapter, progresser pour pouvoir produire plus. En même temps, c'est toujours très ambigu, parce que à l'époque, quand le pétrole était en négatif, bah, ils pleuraient la misère, enfin, pas longtemps, hein, mais ils ont pleuré la misère pendant quelques temps. Aujourd'hui, à 115 $, moi, si je suis producteur de pétrole, ça me va, hein, même s'il va à 150, c'est pas mal, parce que ça me permettra de commander la nouvelle Aston Martin V12 pour l'année prochaine. Mais dans cette réflexion-là, il y a des choses qui laissent à penser que je suis pas sûr que c'est le consommateur qui aura la capacité de dire oui, bah nous, on arrête de consommer, comme ça, vous serez obligé de baisser vos prix. À un moment donné, on va moins consommer, c'est sûr. Mais il y a un gros besoin. Il ne faut pas oublier non plus que le pétrole, c'est pas uniquement la pompe à essence. Hein. C'est les avions, c'est les camions, et puis eux, ils consomment pour des raisons professionnelles. Si demain, nous, enfin, les voitures arrêtent de consommer, c'est une chose. Mais les avions, ils font quoi? Aujourd'hui, ils commencent à peine à revoir le bout du tunnel et sortir la tête de l'eau après le Covid. Si on leur dit, ah ben non, vous arrêtez de consommer, vous volez plus, bah, c'est embêtant quand même. Hein, je veux dire, voilà. Donc, je pense que c'est plus un problème d'offre et de demande sur le baril aujourd'hui, un problème géopolitique, parce qu'ils sont pas tous d'accord avec eux, et puis un problème de guerre qui fait que pour l'instant il y a des tensions et puis le pétrole il monte et les stocks sont au plus bas. On a vu l'autre jour la banque, enfin non la Maison Blanche qui a annoncé qu'ils allaient utiliser leurs réserves stratégiques pour balancer je sais plus combien de millions de barils sur le marché toutes les semaines. Depuis le pétrole a pris 10%. Ça marche super bien leur truc. Hein. Donc on voit que ça sert à rien. Les stocks sont au plus bas, la consommation est très forte. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a ce mois, à partir de maintenant, ce qu'on appelle la driving season qui commence, la saison
la conduite où les Américains ils se baladent partout aux États-Unis. Et cette année, on s'est dit, avec le prix du gallon, les gens ils vont rester à la maison. En fait, pas du tout. Apparemment, les statistiques montrent que les gars ils s'en foutent, ils vont sortir, ils vont se balader et ils vont payer ce qu'il faut. Donc la demande est très forte, mais les stocks sont vides. Donc voilà, économie de base si la demande augmente et puis que l'offre diminue. Voilà. Donc toujours haussier sur le pétrole malgré des prix très élevés. Pas Ouais, d'approche alors, contrarienne. Hein. non, pour l'instant, non, parce que techniquement, alors déjà, il y a deux choses. Comme je viens de l'expliquer, il y a un problème d'offre et de demande qui, pour l'instant, n'est pas réglé. Il y a une tension militaire énorme entre l'Ukraine et la Russie, et puis tous les gars qui sont en train de s'en mêler derrière, et toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. La Russie, c'est pas n'importe qui. J'entends si c'est la France demain qui est en guerre et puis on l'interdit d'exporter leur pétrole, ça fera pas une grosse différence. Par contre, la Russie, ça fait une différence. Donc, il y a quand même quelque chose qu'il faut pas négliger de ce côté-là. Problème de stock, problème de livraison. Après, il y a aussi le problème des porte-containers. Il faut faire des tankers. Il faut prendre ce pétrole, il faut le livrer. Et puis aujourd'hui, le carburant est plus cher, donc ça coûte plus cher. Enfin, il y a toute une espèce d'emballement qui me fait dire que pour l'instant, le pétrole, il peut largement aller plus haut. Pas donner de target, mais moi, je pense que techniquement, les 130, ils vont péter à la hausse un de ces quatre. Et puis, on va aller chercher les 150, voire les 180. Après, on rediscutera, et puis on verra comment ça évolue. Mais pour l'instant, je regardais encore hier bêtement le graphique du pétrole, et je me disais, mais si on me montre ce graphique, et puis je vois la courbe que fait le pétrole aujourd'hui, pour moi, ça va plus haut. Si on me montre le graphique et on me dit, je te dis pas ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, j'achète. Je fais all-in Je dessus. croyais qu'il Parce que fallait pas. non, je sais, mais c'est façon de parler justement, mais c'est vraiment une configuration graphique. Et en plus, quand on connaît le côté fondamental et qu'on voit le côté fondamental, eh bien, c'est spectaculaire. Vraiment. Très clair. Donc, voilà, je j'ai pas encore tourné négatif du tout parce qu'il y a rien qui donne envie. Alors après, probablement que on n'ira pas aussi haut que je l'attends, mais dans le sens, il y a ce côté où pour moi il y a rien il y a rien qui est réglé et de loin pas. Il y a quelque chose sur lequel tu as un peu changé d'avis, je crois, ou en tout cas changé de calibre, c'est sur les cryptos, où tu t'y intéressais pas du tout la dernière fois qu'on s'est parlé. Je sais plus pourquoi, mais il me semble avoir entendu ou vu quelque part que tu t'y étais un petit peu intéressé. Comment tu vois cette entre guillemets nouvelle classe d'actifs maintenant? Est-ce que tu t'y intéresses vraiment? Est-ce que tu y crois un petit peu? Est-ce que c'est juste quelque chose que tu observes ou tu serais prêt à être actif dessus? Alors je suis actif dessus, mais un tout petit peu et uniquement sur des gros trucs. Voilà. Le reste des projets, en général, j'ai essayé de me faire expliquer, j'ai essayé de comprendre parce que je pense que c'est devenu une vraie classe d'actifs. Tout n'est pas devenu une vraie classe d'actifs à mon sens, mais je me refuse à aller mettre des billes sur du Dogecoin ou des machins comme ça parce que c'est de la spéculation pure et puis c'est vraiment le terme shitcoin s'applique complètement à ce genre de choses. Après, par contre, jouer des choses où il y a du volume comme l'Ether ou comme le Bitcoin, oui, croire aujourd'hui que l'utilisation de la blockchain ou des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui n'existera pas dans l'avenir, à mon avis, c'est utopique. La blockchain est déjà en train de se mettre en place partout. L'évolution de différentes choses qui sont en train d'exister aujourd'hui. Par exemple, j'ai eu l'occasion de participer à la tokenisation d'une entreprise récemment. En gros, ça veut dire qu'on peut transformer un capital action d'une entreprise en token qui après s'échange par la blockchain justement. C'est une révolution. Ça veut dire que dans 10 ans, les places de bourse, c'est ce qu'on les connaît. Il y aura plus rien. Ce sera vraiment des échanges virtuels, j'ai envie de dire. Donc, ça fait partie du nouveau monde. Donc, moi, j'ai encore quelques années à passer dans ce milieu-là. Je peux pas rester le vieux con jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il faut quand même que je m'y intéresse. Mais bon, voilà, j'ai aussi le respect de savoir. J'étais l'autre jour dans une discussion avec des spécialistes de la crypto. J'avoue platement qu'après 5 minutes, je me suis contenté de déguster le champagne et puis de les écouter parler parce que j'étais perdu. Euh, Il y a vraiment un boulot très, voire trop profond à faire pour maîtriser complètement le sujet. Pour moi, en tout cas, parce que je peux pas. Je pense que moi, j'ai toujours dans ma classe d'actifs qui sont les actions, je me suis toujours spécialisé là-dedans et je pense que si on fait tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, on le fait mal. Donc, je m'y intéresse. De là avoir un avis là-dessus, pas du tout. En revanche, le seul avis que j'ai, c'est que aller acheter un Dogecoin, qui, pour ce que j'ai compris, c'est juste rien. Non, ça je comprends pas. Je vois pas l'intérêt.
Voilà. Après, pour le reste, en réfléchissant et en comprenant chacune des différentes cryptos, après, oui, ça reste une classe d'actifs. Mais je suis pas un expert là-dedans. Mais c'est vrai que entre ma vision de l'année dernière, où il y a un an et demi, où je disais que moi jamais je terminé, j'ai rencontré une personne qui m'a un peu fait changer d'avis et qui m'a expliqué un peu plus simplement, vulgariser ce que voilà, je fais sur les actions. Ben lui, il me l'a vulgarisé, il m'a appris à comprendre certaines choses. De là à changer, transformer le portefeuille et puis dire je vire les actions, je vais prendre des cryptos. Non, mais ça, par contre, c'est devenu une vraie classe d'actifs. D'ailleurs, de toute façon, du moment où on a aussi coté des futurs sur le Bitcoin, sur le CME à Chicago, c'est aussi de dire que bah, finalement, c'est passé à l'étape supérieure et que ça fait partie de l'intégration générale. Après, comme toute nouvelle classe d'actifs, il y a des ajustements qui vont devoir être faits pour qu'ils soient vraiment considérés comme une classe d'actifs. La transparence, la régularisation, et les tarifs, parce que quand on voit ce que Coinbase il charge pour traiter des crypto-monnaies, je veux dire, si une banque en ligne charge ça, les clients ils foutent le camp le lendemain matin. Donc c'est vrai que les perspectives de gains sont pas les mêmes, mais enfin peu importe. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont devoir se faire et se régler sur le long terme. Ça va se faire et ça va se régler sur le long terme. Ça devient une vraie classe d'actifs. Je pense qu'à terme, il y aura aussi les gouvernements qui vont venir avec leur propre crypto-monnaie, ce qui serait assez logique. Voilà, ça se met en place. Donc oui, ça a une parfaite justification. Mais de nouveau, comme tout, si on fait le parallèle avec la bulle Internet de l'an 2000, dans toutes ces crypto-monnaies, il y en a une quantité astronomique qui vont disparaître et on va se retrouver avec le top du panier et qui seront là pour l'avenir et on pourra vraiment en faire un business derrière. Dans tes classes d'actifs dans lesquelles tu es plus spécialisé, donc je pense aux actions évidemment, qu'est-ce que tu regardes en premier en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus intéressant à ton avis dans cette période où on est un peu en milieu de transition, il y a cette inflation qui est là, mais en même temps elle est déjà bien entamée. On a parlé du pétrole, mais est-ce que c'est trop tard pour y entrer? Qu'est-ce que tu préfères en ce moment? Alors, les pétrolières, effectivement, je pense que ça va être difficile de gratter encore beaucoup de performances. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu le Graal, mais c'est parce qu'on n'a pas forcément d'autres alternatives. Moi, je suis très attaché aux dividendes pour l'instant. Quand je ne sais pas quoi penser sur ces cycles, je pense qu'on est dans un cycle baissier, et tant que j'aurai pas la conviction intime qu'on a atteint le niveau d'un cycle baissier, puis que ça devient n'importe quoi, là, je vais commencer à me réintéresser à la croissance, au titre de croissance. Pour l'instant, je m'intéresse aux dividendes. Ce qui est important, c'est que au-delà de la performance d'acheter un titre à 100 puis qu'il descend à 80, c'est se dire qu'est-ce que je touche entre deux. Parce que si sur si on doit rester en dessous des tops du marché pendant encore, je sais pas, 2 ans, puis qu'on va pas revoir les prix qu'on a payés réellement pendant 2 ans ou 3 ans, bah je me dis qu'est-ce que je touche entre deux. Et si entre deux je touche des 7-8% de dividendes, bon bah ça me va quoi. Je dis, ok, je vais déjà récupérer sur 3 ans, je vais récupérer, je sais pas, 20% de paiement de dividendes. Si j'ai perdu 20% sur mes actions, ça veut dire que je suis flat, et quand tout d'un coup le marché va repartir à la hausse, bah, je vais récupérer en plus mon capital. Alors de nouveau, c'est du défensif, c'est du truc de père de famille, c'est pas les trucs les plus excitants, mais je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui moi m'intéresse le plus, parce que je n'ai aucune idée de savoir à quel moment Coinbase par exemple, que j'aimerais bien pouvoir racheter un jour, à quel moment elle va s'arrêter de tanker. Et aujourd'hui elle a rebondi un peu, ouais super, mais par rapport à ce qu'elle a perdu, c'est pas grand-chose. Quand vous avez des titres qui ont perdu 75 ou 80% de leur valeur, puis elle a repris 20%, ah, c'est super. Oui, il a repris 20% de ce qui reste, donc c'est pas grand-chose in fine, et c'est encore ce qu'on appelle des dead cat bounce. Mais tant que j'aurai pas moi le sentiment qu'on a fait ce bottom terminé, fini, je regarderai peut-être moins ce genre de choses et je me concentrerai plus sur les trucs défensifs, avec peut-être une tendance à vouloir réduire petit à petit le côté pétrolier. Je suis pas encore très clair parce que je pense qu'on a encore un bout de run à faire là-dedans, mais je pense que le reste, voilà, c'est des trucs bateaux, mais autant être dans une phase avec des titres bateaux qui nous rapportent un petit peu pour qu'on soit en bonne santé dans 2 3 ans quand ça va repartir, plutôt que d'insister à acheter de la daube qui vont nous coûter une montagne de fric sur les prochains mois peut-être, puis qu'on soit comme ça au moment donné où il faudra y retourner pour de vrai. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que bah, moi, la seule chose que je sais de mon expérience, c'est que toutes les claques monumentales que j'ai vécues, 87, euh,
j'ai commencé dans la banque en 87, en septembre, un mois avant le crash boursier. Donc j'ai vu les 30% du crash boursier, on avait les clients qui venaient taper aux fenêtres de la banque pour dire rendez-moi mon argent. Donc j'ai vécu ça. Après on a eu 10 ans où on s'est emmerdé, enfin 8 ans, où on s'est ennuyé, il se passait rien. Puis tout d'un coup il y a eu le LTCM, le fonds de l'UBS qui a claqué à l'époque, les marchés se sont fait détruire. Après on a eu la crise asiatique, la crise russe, la bulle internet en haut, en bas. Après on a eu le 11 septembre, et puis le 11 septembre on s'est dit voilà c'est fini, on s'en remettra jamais. Et puis les marchés ont rien fait pendant 3 ans. Puis tout d'un coup, c'est reparti. Ça a commencé à monter, 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 monter. Puis là, on s'est dit, tout d'un coup, à une période, excusez-moi, le chat qui fait la sieste derrière, il me perturbe. Tout d'un coup, le marché est reparti. Puis on s'est dit, bah c'est bon, on est dans un marché de hausse permanente, c'est super. Subprime, personne avait vu venir ça. On comprenait même pas ce que c'était. On a cru qu'on allait tous y rester. Et puis, en 2009, quand tout le monde s'est dit, ouais, cette fois, c'est terminé, le S&P était à 666 pour mémoire, tout d'un coup, les banques centrales commencent à s'en mêler. Et puis là, on commence à avoir une période où les banques nous disent, ouais, ben nous, on va vous aider, on va vous soutenir. Et du coup, on s'est dit, on est protégé, ad vitam aeternam. Et donc, à chaque fois qu'on a une espèce de peur, panique, ce qu'on sait, c'est que ça remontera derrière. Et notre job là-dedans, c'est de s'en sortir le moins mal possible pour être prêt à profiter de la prochaine hausse. Encore une fois, on parle de bear market en ce moment parce que c'est la mode, mais historiquement parlant, les bull markets, c'est 80% du temps. Donc, il faut être à l'aise et assez confiant et assez en forme dans ces périodes-là. Et puis, il faut savoir serrer les fesses et puis se mettre en position brace, 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 comme dans les avions, quand c'est difficile. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, moi, dans cet environnement-là où on a zéro visibilité, où on a un marché qui traite avec à 12 minutes, hein, je le dis souvent, les gens, ils prennent des décisions pour demain matin ou dans l'heure qui suit, et puis on voit même pas ce qui va se passer dans 5 ans. Et donc, du coup, dans ce environnement-là, je préfère me placer en disant, moi, pour l'instant, je prends les trucs père de famille. Voilà. Et puis, je ménage mon cœur. Et comme ça, il sera en meilleur état le jour où ça remontera. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Avec Dernière plaisir. chose, si les gens veulent te retrouver, quel est le moyen le plus facile de te retrouver probablement en ligne, sur ta chaîne, c'est ça? Alors, je vais pas donner mon adresse privée, mais en tout cas, alors, je suis, en termes d'écrit, j'écris tous les matins une chronique boursière sur investir.ch. Donc là, c'est facile. C'est la première en haut à gauche sur le site tous les matins, puisqu'en général, j'en rate pas beaucoup. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pas samedi, et dimanche. C'est le seul truc où je me repose. En général, c'est publié vers 7 heures du matin. Et puis après, pour ce qui est vidéo, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Vous tapez Morning Bull, Swissquote. Et puis, c'est la chaîne Swissquote francophone. Et donc, on a lancé cette chaîne il y a 2 ans maintenant. Pas encore 2 ans. Un an et demi, on frise les 18 000 abonnés. Et puis, tous les matins, je parle des marchés. 10 fois de bonne humeur, 10 fois déprimé. Mais généralement, je suis là tous les matins. Et je crois que j'ai pas raté un jour, sauf les jours fériés, depuis un an et demi. Et je le fais même depuis les vacances. Donc voilà, là, vous me retrouvez sans autre. Et puis, autrement, vous pouvez aussi me retrouver sur thomasveillet.com. C'est un nouveau site que j'ai monté, c'est pour le côté écriture, etc., etc. Et puis, pour essayer de regrouper un petit peu tout ce que je fais. Donc, à terme, sur thomasveillet.com, on est en train de développer le site où il y aura absolument tout ce que je fais pour que vous pourrez retrouver là-dessus directement. Et puis, chez vous, Bien sûr. Thomas, au plaisir de se reparler prochainement. Merci encore pour quand tu veux. presque 1 heure que tu nous as consacré. Et puis, Plaisir. je te souhaite une très bonne journée. À toi aussi. À bientôt. Bientôt.